Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui on est parti pour s'attaquer à une aventure du 6ème Docteur au sein de la Main Range de Big Finish. L'épisode d'aujourd'hui est le 265e épisode de la Main Range et il s'agit de The Lovecraft Invasion, réalisé par Scott Hancock et écrit par Robert Valentine. Le Docteur et ses compagnes Flip Jackson et Constance Clark, accompagnés de Calypso Jones, qui elle est chasseur de primes, sont à la poursuite du Somnifrax, une sorte de parasite qui a été créé dans un laboratoire et qui infiltre l'esprit des gens, se nourrissant de leurs rêves et de leurs peurs pour s'en servir d'armes et les matérialiser dans la réalité. Le pourchassant au travers de l'espace et du temps, le Docteur et son équipe retrouvent le Somnifrax en janvier 1937 dans la ville de Providence dans l'état de Rhode Island, et la bestiole est allée se loger dans l'esprit du méconnu pour son temps, Howard Philip Lovecraft. Le Docteur n'avait pas spécialement envie de croiser ce personnage et, n'ayant pas le temps de lui expliquer la situation, grâce à un appareil de Calypso, lui et Flip vont dans l'esprit de Lovecraft pendant que Calypso et Miss Clark reste à côté de l'auteur pour essayer de le surveiller et de lui expliquer la situation. Dans l'esprit de Lovecraft, le Docteur révèle à Flip qu'il ne souhaitait pas rencontrer Lovecraft, car, si bon auteur qu'il est, il témoignait d'un racisme et d'une xénophobie jugés trop extrêmes pour son époque. Sur ces entrefaits, ils sont attaqués par un Shoggoth, tandis que Lovecraft échappe à la surveillance de Constance et de Calypso, ne croyant pas à leurs explications de voyage dans le temps et de parasites cérébrales. Il va jusqu'à un promontoire, se dispute avec Calypso et la traite de mongrel, ce qui peut se traduire par bâtard, métis et hybride, de façon bien évidemment très péjorative. Et Calypso, qui sait qui il est et ce qu'il est, va non seulement lui envoyer sa main dans la figure, mais va aussi le descendre verbalement à plusieurs reprises tout au long de l'épisode. Lovecraft finit par croire à la dangerosité de la situation quand une brèche de son esprit s'ouvre dans la réalité et révèle Arkham au trio. Avec son équipement, Calypso referme la faille, mais Yell en détecte rapidement une autre, vers laquelle notre trio, avec un Lovecraft plus coopératif, va se rendre. Le Docteur et Flip sont sauvés par Randolph Carter, un personnage qui est assez récurrent dans l'œuvre de Lovecraft. Celui-ci est à la poursuite du Necronomicon et malheureusement, nos héros vont se faire doubler par le Somnifrax qui d'abord a pris les traits du Docteur Armitage, censé être le gardien du livre, et qui les a manipulés pour trouver le Necronomicon et le leur voler en incarnant par la suite Nyarlathotep. Lors d'une seconde brèche avec la réalité, Lovecraft, Calypso et Constance vont faire face à la lande des rêves et à une section où se trouvent des ghouls. Mais fort heureusement, Lovecraft, connaissant son œuvre et ses personnages, va réussir à discuter avec les ghouls et à temporiser suffisamment longtemps pour que Flip, le Docteur et Carter débarquent et chassent les créatures. Ceux-ci sont également sur la lande des rêves et l'empruntent pour espérer rattraper le Necronomicon et Nyarlathotep. Calypso va refermer la brèche, mais une troisième va être détectée dans le sanatorium de la ville, qui est un endroit que Lovecraft redoute particulièrement. Le Docteur, Flip et Carter tombent face à une idole de Cthulhu sur la lande des rêves et franchissent un portail qui les mène sur Lié. Ils confrontent le Somnifrax Nyarlathotep qui, entouré de ceux des profondeurs, tente d'accomplir le rituel pour réveiller Cthulhu en se sacrifiant pour ensuite l'incarner. Le Docteur réussit à s'emparer du Necronomicon et à persuader les profonds que Nyarlathotep est un imposteur grâce à l'aide de Carter et de Flip. Puis, il décide de finir l'incantation pour invoquer Cthulhu, pour ensuite utiliser la formule de bannissement qui neutralisera le Somnifrax, qui, en devenant Cthulhu, est soumis aux mêmes règles que ce dernier. Et c'est ce qui advient alors que le chaos commençait à se répandre par la troisième brèche dans la réalité. Mais la formule de bannissement, qui exige une mort, épargne le Docteur, car les règles du monde de Lovecraft disparaissent en même temps que s'efface l'emprise du Somnifrax, qui est vaincu, et ainsi le monde est sauvé. Lovecraft se prend tout de même un dernier savon de la part du Docteur et une leçon d'humanité, après avoir commis l'erreur de dire que le Docteur était un intellectuel de son niveau. Puis nos héros repartent, laissant Lovecraft seul avec les 2 mois qui lui restent à vivre. Je vais commencer par parler du personnage de Constance Clark, qui est une compagne particulière. Elle a suivi le Docteur depuis l'épisode The End of the Line, où elle a été introduite, et qui est en même temps la première partie de The Last Adventure, qui raconte comment le 6ème Docteur est véritablement mort.
Après quoi, le personnage a été intégré et véritablement introduit à la Main Range de Big Finish comme compagne du 6ème Docteur à partir du 204e épisode de la Main Range qui est Criss Cross. Elle était à la tête du service féminin de la Royal Navy en 1944. Elle a beau être plus contemporaine à Lovecraft que ne l'est Calypso qui vient du 51e siècle, elle avertit Lovecraft qu'il n'aura pas de soutien de sa part, car à son époque, elle combat justement les porteurs de l'idéologie que Lovecraft soutient. Je reparlerai du personnage de Flip à une autre occasion, car il y en aura bien évidemment une, et je vais m'attarder un petit peu sur le Docteur qui est quand même très différent dans la Main Range de la version qu'on a connue dans la série. Il s'est énormément calmé par exemple sur son narcissisme, et c'est quand même flippant de se dire que le 6ème Docteur dans ses débuts aurait eu moins de scrupules à faire la rencontre de Lovecraft. Car après tout, dans son premier épisode, n'oublions pas qu'il était prêt à étrangler un espion alien, n'est-ce pas ? Certaines personnes pourraient se dire que ce n'est pas si grave, qu'on en fait trop avec le racisme de Lovecraft, qu'à l'époque beaucoup de gens étaient comme ça. Alors déjà, non. Au début du XXe siècle, tout le monde n'était pas raciste partout, n'insultez pas vos ancêtres, et Lovecraft avait la particularité d'être jugé trop raciste pour son époque et à son époque. On le sait grâce à ses lettres, il avait un mépris particulier pour les Gallois, et son racisme était aussi assez visible, par exemple dans Le Cauchemar d'Innsmouth. Dans son œuvre, eh bien, ceux des profondeurs sont une métaphore d'une ethnie pas assez blanche de peau à son goût. Et aussi, dans d'autres de ses romans et nouvelles, les cultistes aux anciennes divinités sont souvent tout sauf blancs, bien sûr. Par la suite, Lovecraft a ajouté à sa panoplie le racisme culturel, car le problème avec le racisme basé sur l'ethnie est que ça le foutait dans l'embarras, car il a découvert qu'il était à moitié d'origine galloise. Dans son histoire, Robert Valentine a pris le parti d'opposer la figure controversée qu'est Howard Philip Lovecraft au Docteur et à son équipe, et plus particulièrement à Calypso Jones, qui est tout ce que Lovecraft peut mépriser, à savoir quelqu'un de transgenre, de non-binaire, de pansexuel et qui n'est pas totalement humain. Et même si Calypso en met plein la tronche à Lovecraft pendant une bonne partie de l'épisode, elle-même et nous-mêmes, en tant que spectateurs, finissons par trouver que Lovecraft est attachant en fait. En plongeant dans son esprit, le Docteur et Flip rencontrent Randolph Carter, qui est un personnage certes récurrent de l'œuvre de Lovecraft, mais qui est aussi un personnage qu'il a créé comme celui qu'il aurait aimé être. Il a réussi là où Lovecraft a échoué. Randolph Carter est un auteur dans sa fiction qui est reconnu de son temps et par ses pairs, qui a pu s'engager dans l'armée et se battre pendant la Première Guerre mondiale, ce que Lovecraft n'a pas pu faire, car il a été considéré comme étant invalide pour aller se battre, de par sa santé et sa fragilité. Aussi, alors qu'il va de faille en faille accompagné de Constance et de Calypso, Howard Philip Lovecraft passe par des endroits importants de sa vie et qui ont été aussi cause de certains de ses traumatismes. Et pour finir, il tombe sur le sanatorium, le Butler Hospital, où son père a été interné pour démence et y est mort d'une paralysie, mais sa démence avait été probablement provoquée par la syphilis, et où sa mère est également morte de dépression. Et pour ne rien arranger, alors qu'il parcourt le sanatorium, Lovecraft, à cause de la faille, finit par se faire attaquer par son propre univers, brièvement, mais ensuite rapidement sauvé. Et donc, comme je le disais, après toute cette aventure, Calypso n'arrive plus à en vouloir à Lovecraft, sans pour autant l'excuser. Lors de l'apparition de la deuxième faille qui donne sur la lande des rêves, Lovecraft et Carter se rencontrent brièvement. Carter plus tard questionne le Docteur à son sujet et le Docteur finit par lui dire qu'il est son créateur, qu'ils sont dans son esprit, mais que lui est fictif. Carter l'accepte et fait la remarque intéressante que Lovecraft, pour son propre monde, est par conséquent l'incarnation d'Azathoth, le dieu aveugle et stupide dont l'univers est le rêve et dont Nyarlathotep est le serviteur. Vous vous doutez qu'avec ce genre d'épisode se pose la fameuse question de faut-il séparer l'artiste de son œuvre ? Et non seulement la réponse est bien évidemment non, mais en plus je pense que ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Vouloir séparer une œuvre de son artiste est quelque chose que je trouve particulièrement absurde, parce qu'une œuvre est unique. Elle est le produit d'une réflexion, le produit d'une technique, le produit d'une personne, de son vécu, de ce qu'elle a vu. Une œuvre par conséquent ne peut exister sans son artiste.
Et vouloir séparer l'artiste de son œuvre, je pense que c'est vouloir couper à la racine de la raison pour laquelle cette œuvre a été créée, la priver de son contexte, et donc vouloir la regarder pour son statut d'œuvre, mais pas pour le reste. Donc je trouve que c'est un appel à la censure et à l'ignorance. On peut pas faire comme si Salvador Dali n'avait pas été un franquiste convaincu. On peut pas faire comme si Roman Polanski, pour ce qu'il a fait et sa fuite, n'était pas un fugitif aux yeux des États-Unis. Je pense qu'il faut être avant tout capable d'assumer le fait que des personnes moralement et légalement réprouvables ont tout de même du talent. Mais ce n'est pas pour autant que ce talent, dans quelque domaine que ce soit, enfin d'un domaine plutôt artistique, soit une excuse qui justifie qu'on oublie ce qu'ils ont fait de légalement et de moralement répréhensible. Leur talent ne doit pas éclipser ce qu'ils ont fait de mal. Et à notre échelle d'individus, nous, on s'en fout en fait. Je pense qu'on a le droit de lire et de ne pas lire ou voir ou écouter ou regarder ce qu'on veut. On n'a pas un devoir vis-à-vis des œuvres de devoir se dire il faut absolument que je vois ou ne vois pas telle ou telle chose. Ceci dit, si une haute autorité, haute institution artistique ferme volontairement les yeux sur ce qu'un artiste a fait de mal et continue de l'encenser et s'efforce de vouloir occulter et éclipser ce qu'il a fait de mauvais par le fait que ce soit un artiste de génie qui fait des œuvres géniales, là ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on fait comme si une personne potentiellement dangereuse n'avait rien fait, tout ça parce qu'elle est douée dans un art. Et ça, c'est pas acceptable pour une société. Pas pour la nôtre en tout cas. Mais c'est pas pour cette raison que lire du Lovecraft ferait de quelqu'un un gros raciste. Surtout que je pense que ce n'est pas le racisme de l'œuvre qui lui a valu une telle popularité après la mort de Lovecraft. C'était surtout cet intérêt pour cette horreur cosmique, ces choses qui dépassent complètement la pensée humaine et sa compréhension de l'univers. À titre personnel, je prends plaisir à plonger dans l'œuvre de Lovecraft à travers les mangas de Gu Tanabe, qui sont franchement pas mal. Et c'est pas pour autant que je me transforme progressivement en raciste, je n'ai à titre personnel agressé aucun Gallois, je plonge dans l'œuvre de Lovecraft en ayant parfaitement conscience des opinions de l'auteur, et c'est certainement pas pour cette raison que je vais adhérer à ces idées qui sont à l'opposé des miennes. Voilà, j'espère que cette histoire du 6ème Docteur dans la main range de Big Finish vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler du 6ème Docteur, de même que j'ai quand même envie de parler du 7ème, parce que pour moi 6, 7 et 8 font partie de ce trio des rebuts qui ont soit bénéficier d'une mauvaise écriture, soit de conditions de production absolument infâmes, mais dans tous les cas, le véritable et plein potentiel de ces trois personnages s'est vraiment révélé dans tout ce qui était paramédia en termes de romans, en termes de comics et beaucoup en termes d'audio. Ce mois-ci, si tout va bien, on enchaînera avec la deuxième saison des 8th Doctor Adventures et aussi avec le 4e volume des aventures du 9e Docteur, à savoir Old Friends. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.